Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez L'humain c'est l'erreur, c'est le 11e épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille vraiment de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. La semaine dernière, nous avons vu les différents idéologues précurseurs du monde machine. Dans l'esprit des technocrates et des cybernéticiens, l'humain n'est pas la solution, l'humain c'est l'erreur, et l'humain doit être éliminé au profit de la machine à gouverner. C'est justement ce que nous allons examiner en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors on arrive donc à l'après-guerre et Norbert Wiener. Et ce moment particulier où déjà on sort d'un grand moment dans l'histoire scientifique qui est le projet Manhattan, donc, qui a fondé ce qu'on a appelé la Big Science, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné on concentre tous les moyens, justement, qu'ils soient humains, matériels, financiers, scientifiques, au service d'un objectif très précis, la bombe atomique, et ça fonctionne. Les États-Unis y arrivent, et donc ça va servir ensuite de modèle pour plein d'autres plans technoscientifiques. Le projet Manhattan va être la référence, et à partir de ce moment-là, on parle de Big Science, et on comprend pourquoi. À la fois dans les moyens mobilisés et dans les résultats obtenus. Mais juste après la guerre, autour de Norbert Wiener, donc, qui est mathématicien américain, et de groupe de scientifiques, émerge cette réflexion selon laquelle l'homme a démontré pendant la Deuxième Guerre mondiale à quel point il était faillible et à quel point il était finalement le dernier capable de prendre en main son histoire collective, politique et sociale, ou en tout cas quand il la prenait en main, ça aboutissait à des catastrophes industrielles pour le coup. Et cette idée que finalement, peut-être que le problème vient de là, vient de l'homme, et que si on arrivait à remplacer autant que possible l'humain par des décisions rationnelles, mais vraiment rationnelles, c'est-à-dire en fait machinales, machiniques, alors on s'économiserait bien des déboires. Donc la cybernétique refait son apparition en quelque sorte, avec cette idée en effet que c'est la science du pilotage. Donc Kuber c'est le pilote en grec, et on pourrait imaginer qu'en nourrissant des machines avec suffisamment d'informations, en leur donnant les données du problème en quelque sorte, elles pourraient, étant programmées évidemment préalablement pour ça, produire des solutions. Et l'avantage de ces solutions, c'est qu'on serait certain qu'elles ne seraient pas entachées de subjectivité, de conflits d'intérêts, d'affect, et de toutes ces choses qui sont déplorablement humaines. Et là, elle serait objective, rationnelle, on n'aurait plus qu'à les mettre en application, et ainsi la société serait raisonnablement organisée. Donc c'est l'idée de Norbert Wiener qui écrit en 1950, en quelque sorte comme une sorte de justification aussi à cette évolution. Il dit « Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes pour vivre à l'échelle de ce nouvel environnement. » Donc, alors évidemment, quand il dit « nous », il n'entend pas l'espèce humaine en entier, je ne crois pas.
Bien sûr, il faut qu'on comprenne qui a modifié si radicalement notre milieu. Évidemment, c'est pas tout le monde, mais c'est les ingénieurs, les industriels, la technocratie d'une manière générale. Mais en tout cas, il fait le constat déjà de l'évolution du biotope en un nouvel environnement, et donc on est obligé de s'y adapter. Il y a vraiment cette logique évolutionniste qui est là. Et qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à ce nouvel environnement ? C'est petit à petit prendre l'habitude d'avoir un fonctionnement machinal. Puisque pour lui, c'est l'optimum. La société cybernétique, c'est l'optimum. Donc c'est l'idée que l'humain, c'est l'erreur. Et très peu de temps après, le chroniqueur scientifique du Monde, qui est un jésuite d'ailleurs, qui s'appelle Dominique Dubarle... Dominicain, pardon. Mais il s'appelle Dominique, alors bon, ça me perturbe. Dubarle, donc, en 1948, écrit un article qui s'intitule « Vers la machine à gouverner », où il reprend les idées de Norbert Wiener et dit « Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que on pourrait même organiser, il va un peu plus loin, mais organiser le gouvernement des hommes avec des machines, et donc, voilà, tout ce que je viens de dire, s'assurer d'une forme de paix universelle et machinique, quoi. » Donc cette idée-là, à l'époque, on peut se dire qu'elle doit paraître saugrenue probablement à la plupart des lecteurs du Monde, qui ne doivent pas bien voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ça, une machine à gouverner, bon... on ne voit pas trop. Quand on en parle en 2022, on voit tout de suite beaucoup mieux de quoi on parle. Les Smartiens habitants de la Smart City interconnectés, eux, ça leur parle, la machine à gouverner. Bon, on y viendra, mais en tout cas, on voit qu'il y avait juste un peu d'anticipation, mais que finalement, c'est la trajectoire qu'ils ont effectivement suivie. Et puis, dans cette idée que l'humain, c'est l'erreur, il y a aussi quelque chose qui fait vraiment écho aujourd'hui, je trouve, avec la catastrophe écologique. Et cette idée que c'est l'intelligence artificielle qui va nous aider à trouver des solutions pour sortir de ce problème-là. C'est aussi l'idée que l'humain n'est pas la solution, quoi. Mais c'est sidérant. Mais c'est sidérant. L'imprévu. Le grain de sel. Le hasard. Elle est très lourde en fait, cette phrase l'humain et l'erreur. On a l'habitude d'entendre l'erreur est humaine. Mais là, elle sort d'où cette idée? Elle est lourde. C'est la façon qu'on a trouvé de résumer la pensée des ingénieurs du monde machine. Mais parce que quand tu lis, alors on va faire un petit bond en avant, mais en 2008, IBM lance une campagne de publicité pour une planète plus intelligente. Donc il y a des placards de publicité dans les gares, dans le monde, il y a des pleines pages, dans tous les quotidiens, les magazines. C'est vraiment une très grosse campagne de publicité qui se décline avec des thèmes. Et donc il y a pour une santé plus intelligente, pour des transports plus intelligents. Enfin, ils déclinent le concept dans tous les aspects de la vie. Et à chaque fois, ils expliquent très bien qu'en fait, on a besoin de piloter les infrastructures, surtout urbaines, mais bon, disons, ce qui fait la vie sociale, de façon automatique pour l'optimiser. Et à ce moment-là, le patron d'IBM, qui s'appelle Sam Palmisano, théorise ça et fait des grands discours en expliquant qu'en fait, l'avenir, c'est de tout optimiser en connectant tout, et donc à chaque fois en évacuant l'intervention humaine. C'est ça qui est le sous-texte. Il ne le dit pas comme ça, lui, évidemment, mais le sous-texte, il est là. C'est-à-dire que si on est capable d'équiper toutes les infrastructures, tous les objets, le décor, et puis finalement les individus de puces, de capteurs, de réseaux, de communication, tout ça vient prendre place dans une sorte de grand filet interconnecté. Et grâce à ça, on va optimiser la vie. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire optimiser la vie? Ça veut dire considérer que la vie sociale, notamment la vie en ville, doit s'apparenter à un fonctionnement d'usine. Dans une usine, on a une gestion très fine
des entrées et des sorties, des flux et des stocks. Surtout si on veut gagner de l'argent, on n'a pas le droit d'interrompre ces flux et puis d'avoir trop de stocks. Donc on doit avoir des systèmes qui permettent de rationaliser absolument tout. Et le modèle, c'est vraiment ça. C'est l'usine moderne, rationnelle, rapide. Et si on veut que ça marche dans une ville, la seule solution, c'est d'éliminer l'intervention humaine. Parce que l'humain change d'avis, change de chemin, se trompe, oublie, fait grève, tombe malade, ralentit, accélère, enfin bon, ça va pas du tout. C'est exactement contraire à l'optimisation des flux et des stocks. Donc dans les publicités d'IBM, qui fait aussi un site internet à ce moment-là, dans lequel il y a énormément de textes, de développement, d'interviews d'experts, ce qui revient tout le temps, c'est vraiment l'idée qu'il faut accélérer. Les mots qui reviennent tout le temps, c'est ça, c'est optimiser, connecter et à chaque fois en tirer de la valeur, évidemment. Et ça, c'est possible que si on automatise. Donc automatiser, ça veut dire confier aux machines ce qu'autrefois on laissait les humains faire tout seuls. Bon. Donc c'est ça, l'humain et l'erreur, ça traduit vraiment toute cette philosophie-là. L'humain c'est l'erreur. L'humain c'est l'erreur. Et c'est sidérant. L'humain c'est l'erreur. Et ce que décrit Sam Palmisano à l'époque, c'est le technotope, ce que nous on a appelé le technotope ensuite, c'est-à-dire l'idée que les humains ne vivent plus dans un biotope. Jusqu'ici, ils vivaient en relation indispensable, heureuse ou malheureuse, avec leur biotope naturel, d'où ils tiraient leurs moyens de subsistance. Et désormais, ils vont vivre de plus en plus dans un technotope, c'est-à-dire que leur subsistance, elle dépend de leur connexion à ce système machinal, qu'il décrit très bien. Et il dit, mais il n'y a aucune raison que quoi que ce soit échappe à la connexion. Et il dit, nous allons transformer en ordinateur ce que vous n'auriez jamais imaginé comme tel jusqu'ici. Et quand il dit ordinateur, il veut dire en fait puissance de calcul et de collecte de données. Alors c'est intéressant le mot ordinateur parce que c'est IBM qui l'a inventé aussi. Et ils se sont longtemps demandé comment ils allaient appeler ça au départ. Ils ont choisi ordinateur parce que derrière il y avait l'idée quasi divine du grand ordonnateur. On revient à cette idée de la puissance divine, quand même. Hein, donc, on le quitte jamais, cette idée qu'on va se faire comme des dieux. Et l'ordinateur, son nom en est vraiment un révélateur, quoi. Donc voilà, on va faire un ordinateur à partir de tout, et finalement, nous allons vivre dans le grand ordinateur. C'est ça le technotope. Et ce qui est très étrange, c'est que petit à petit, le technotope n'est pas seulement ce monde dont nous dépendons pour survivre, mais donc il serait simplement un environnement passif, on pourrait dire, comme l'était la nature, plus ou moins. Mais c'est aussi un environnement qui est actif et qui agit pour nous, qui nous agit en fait. C'est là que nous, on introduit la notion de société de contrainte, mais on y reviendra. Mais il se contente pas d'être passif, cet environnement-là. Il est censé agir à notre place. Et plus qu'agir à notre place, il est censé nous faire agir de la manière qui lui convient, qui est une manière optimale. Donc c'est pour ça qu'on bascule quand même, on change de système et de mode de vie, quoi, hein. Évidemment, ça induit énormément de changements. Donc nous, quand on a commencé à parler de cette histoire de planète intelligente en 2008, bon, les gens nous regardaient de façon un peu dubitative encore, ils voyaient pas trop. C'était le moment où on parlait des puces RFID, donc Radio Frequency Identification, puisque c'était ça le support envisagé à l'époque. Cette idée qu'en équipant donc chaque chose de ces capteurs, on allait pouvoir collecter des données. Et dès ce moment-là, on voit l'idée que les données sont le nouveau pétrole de l'économie 2.0 puis 4.0 et qu'il faut amasser de plus en plus de données pour ensuite en tirer de la valeur. Ça paraît abstrait au début. On ne comprend pas comment des données
peuvent se transformer en richesse. C'est compliqué à comprendre. Et puis surtout, cette idée de mettre des puces partout, les gens la perçoivent pas très bien, quoi. Enfin, ils voient pas trop. Oui, il y a un peu des puces dans les vêtements qu'on achète dans certains endroits. On puce bien des chats, des chiens, mais bon, de là à penser qu'on va vivre dans un filet cybernétique, c'est difficile à imaginer. Et en fait, ça va très très vite, parce que non seulement le puçage se fait de façon exponentielle, mais à bas bruit, et puis intervient le smartphone. Et là, le smartphone, c'est vraiment la prothèse universelle qui fait que on va pouvoir effectivement vivre dans la dépendance du technotop. Et je pense que c'est le développement, c'est l'introduction de l'objet technologique le plus rapide. Enfin, déjà, le téléphone portable avait été le plus rapide de l'histoire de l'humanité. On disait en 10 ans, en gros, le téléphone portable avait occupé à peu près, était dans toutes les poches, mais le smartphone a été encore plus rapide et surtout fait produire un basculement, parce que c'est lui qui va, en quelque sorte, être l'interface entre l'homme-machine et le monde-machine. C'est là l'outil qui fait la jonction. Ça remonte aussi finalement cette volonté d'organisation rationnelle et cybernétique de la société et de l'ordre public, c'est-à-dire l'ordre public entendu au sens de la vie en commun dans la police, dans la cité. C'était déjà chez Teilhard de Chardin dans les années 50, le père jésuite qui était le défenseur un des cofondateurs du mot transhumanisme, mais qui au-delà rêvait vraiment, lui, à un monde de fusion générale, mais avec cette idée de pilotage aussi. Lui, il parlait d'une organisation raisonnée de la Terre. Donc au-delà simplement de la ville, il fallait qu'on mette tout au service de l'organisation raisonnée. C'est-à-dire supprimer la spontanéité, l'imprévu, le grain de sel, le hasard. Et ça, c'est le cœur de l'idéologie transhumaniste. C'est vraiment, leur slogan, c'est remplacer le naturel par le planifié. C'est la planification poussée à l'extrême. Alors bon, les transhumanistes, ça va jusqu'à notre propre corps et ses fonctions autrefois naturelles, mais pour les technocrates et les cybernéticiens, c'est le monde-machine doit obéir aussi à cette idée de la planification généralisée. Et ça, le numérique universel, c'est un outil, c'est leur outil en fait, c'est leur outil. Alors, comment ça fonctionne, finalement? Comment ça marche, tout ça? On aboutit à un milieu dans lequel, pour le dire d'une façon un peu imagée, on a réussi à aboutir à la transmutation de nos vies, c'est-à-dire tout ce qui fait la vie humaine quotidienne, les relations sociales, les gestes, les déplacements, les préférences, les habitudes, etc. Tout ça est transmuté en du code informatique. Et ça paraît aussi abstrait, mais c'est ça qu'ils font, en fait. C'est-à-dire qu'en enregistrant toutes nos actions, en les obligeant à basculer dans le numérique, dans le monde virtuel, alors ça se transforme en code informatique. Et le code informatique, il a cette capacité à être stocké, évidemment, le big data, et ensuite à pouvoir être analysé et soumis à des calculs. Donc, on a ce rêve de rationalisateur qui peut enfin se réaliser, c'est-à-dire prendre la chose la moins calculable du monde, qui est la vie des humains, avec toute son imprévisibilité
et ces choses qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser, et la traduire en ce qui est le plus calculable au monde, c'est-à-dire le code informatique. Et c'est cette opération-là qu'a réussi à accomplir la technocratie par le biais de ces laboratoires, de ces industriels et des programmes de recherche, parce que tout ça ne tombe pas du ciel et ces découvertes ne sont jamais fortuites en fait. Donc ça fait des années et des années que nous vivons dans des économies qui sont en fait dirigées largement, et notamment du point de vue de la recherche technoscientifique. Et pour ce qui nous concerne ici, c'est souvent des programmes européens. On est toujours dans le cadre d'un programme européen. Donc on avait le programme Horizon 2020 jusqu'à la crise du Covid. Et maintenant, il s'appelle autrement. Je ne sais plus son nom, mais enfin, on est dans le nouveau programme. Et à chaque fois, quand on regarde en quoi ça consiste, de nouveau, c'est énormément de financements qui sont attribués à des secteurs prioritaires, qui sont définis comme tels. Et donc, ensuite, les équipes dans les différents pays vont déposer des projets de recherche et de développement dans ces domaines-là pour pouvoir avoir cet argent et donc ensuite aboutir à des innovations. Et en gros, ça fait des décennies que dans les domaines prioritaires, on a bien sûr les nanotechnologies, les biotechnologies et évidemment tout ce qui concerne le numérique, l'informatique. Et quand on le décline ensuite au niveau français, c'est pareil, on a des programmes de recherche prioritaire et là, dans les derniers en date, c'était Macron qui, dans le précédent quinquennat, avait donc développé un programme d'investissement d'avenir. Ça a toujours des noms un peu comme ça. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'on dit l'hôpital du futur, l'école du futur, l'usine du futur, les transports du futur, en fait, il faut entendre connecté, numérique, etc. Et donc, dématérialisé, à chaque fois, déshumanisé. Voilà. Et à chaque fois, en fait, il se passe deux choses. Premièrement, on pense qu'on va gagner en efficacité, parce que le maître mot de tout ça, c'est vraiment l'efficacité. C'est la tyrannie de l'efficacité qui a pris le dessus, mais toujours encore dans cette logique de puissance. C'est-à-dire que si on veut accroître la puissance, il faut supprimer tout ce qui freine, évidemment. Surtout que là, on est dans une logique d'accélération de l'accélération. Et donc, il faut que tout soit efficace, mais y compris dans votre vie quotidienne. Enfin, même vos relations sociales, il faut qu'elles soient efficaces. L'éducation de vos enfants, il faut qu'elle soit efficace. C'est devenu Et alors après, c'est vendu en sous-produit pour la consommation des masses, sous l'étiquette « c'est plus pratique ». Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est plus pratique. Donc l'objectif est de toujours plus simplifier les choses, les accélérer. Ça, c'est pour les utilisateurs. Et puis, du point de vue des concepteurs et des organisateurs de la société cybernétique, c'est toujours plus de données collectées, toujours plus d'analyse d'informations. Et ensuite, à quoi elle sert cette information ? Elle sert à renforcer le pilotage centralisé. On revient à la cybernétique. Et l'idée de la Smart City, c'est exactement ça. C'est l'idée qu'il y ait quelque part des espèces de tours de contrôle centralisées de la ville ou des infrastructures, automatisées, et donc nourries par les informations qu'elles reçoivent en permanence, elles ajustent l'organisation. De la même façon qu'un centre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un centre de supervision SNCF va actionner comment on appelle ça ? Les aiguillages, voilà, pour faire passer un train sur une voie plutôt qu'une autre, parce qu'on a besoin de délester telle voie, etc. C'est exactement cette idée-là. Et donc, ça prend des formes dont la plupart des gens n'ont pas conscience, je pense, mais notamment les transports en commun, la gestion des réseaux eau, électricité, communication, est de plus en plus organisée de cette façon-là. Mais l'hôpital, les secteurs de la santé, n'oubliez pas qu'IBM avait dans son programme pour une santé plus intelligente, c'est ce qu'on a fait depuis 15 ans et qui aboutit à cet hôpital magnifiquement intelligent qu'on a aujourd'hui et qui obéit très bien aux règles de l'optimisation, de la rationalisation et qui tue les gens, en gros. Bon.
Enfin, pour le dire un peu brutalement, mais c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on nous raconte, c'est-à-dire que les médecins passent beaucoup plus de temps devant leurs écrans que devant des patients, et qu'au bout du compte, finalement, ils n'ont plus envie d'être médecins, quoi. Déjà dans un film ou un roman de science-fiction où la machine prend en partie les commandes et décide d'évacuer des humains parce que c'est plus efficace pour des questions de rentabilité. C'est pas la machine elle-même qui prend cette décision-là, ce sont les gens qui la programment. Évidemment, on n'a jamais, dit que la machine était autonome et avait pris son autonomie de décision. Elle est programmée, évidemment, il y a des gens qui la programment, mais l'avantage de la machine, c'est qu'elle fait disparaître les programmateurs. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation de rapport de force dans un système politique ante-machina, si vous n'êtes pas content, vous pouvez éventuellement aller protester auprès du pouvoir local ou manifester ou désigner celui qui a pris la décision et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est taper 1, taper 2, rentrer votre identifiant et réessayer parce que votre identifiant ne marche pas, et puis revenez la semaine prochaine parce que le serveur est saturé, et ainsi de suite. Donc on a éliminé derrière l'écran, c'est à ça qui sert l'écran, il fait écran. On a éliminé ceux qui sont les programmateurs, les décideurs, et on fait mine donc de laisser la population en prise directe avec la machine à gouverner. Mais évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions, la machine à gouverner, elle a des programmateurs. Et alors la machine à gouverner, ces temps-ci, elle prend un nouveau mot qui est à la mode, mais qui vient des États-Unis. Enfin, c'est un journaliste américain qui avait fabriqué ce mot, qui est le terme d'État-plateforme. C'est Tim O'Reilly, il avait écrit un article là-dessus, pour expliquer qu'en fait, pour optimiser les services publics, il fallait qu'on raisonne comme les plateformes Internet, qui mettent directement en relation les usagers, l'offre et la demande, et puis qui rendent ça très fluide, parce que chacun naturellement est sur son smartphone et donc a accès à ces plateformes. Et donc il faut que l'État maintenant raisonne comme ça et que les services publics soient conçus de la même façon que Blablacar, enfin je sais pas quoi, ces trucs-là. Donc là aussi, c'est une manière de déréaliser ce que c'est que le pouvoir et le service public. C'est une manière d'évacuer l'usager et le citoyen au profit de l'internaute, qui fonctionne différemment. Un internaute, il est aussi fabriqué par la machine, par l'Internet. Il a des réflexes que n'aurait pas un citoyen non connecté. Et au bout du compte, ça donne ce sentiment généralisé, me semble-t-il, de perte d'accroche, c'est-à-dire de gens qui ne savent plus à qui ils s'adressent, vers qui se tourner, qui décide, comment je proteste, et donc une violence invisible, je dirais, qui est liée à cette mutation de l'État plateforme. Oui, je vais essayer de me mettre dans la tête d'un ingénieur, c'est pas facile. Si, mais je vais essayer quand même. Tu parles de collecte de données, du stockage des données qui ont pour but finalement l'efficacité. Là, on parle du service public, on parle de l'hôpital. Si je te comprends bien, avec toutes ces données-là, je suis en capacité de soigner davantage de personnes, de diriger les personnes vers les bons soins. Donc j'arrive à une véritable efficacité. Là, comment ça se fait que je me retrouve avec des morts en série, des soignants qui pètent les plombs, certains qui mettent même fin à leur vie. Si cette efficacité n'est pas au service du progrès social, elle est au service de qui ?
Bon, alors là, on va faire dans le grand classique, mais il va de soi que, couplé à cette automatisation de l'hôpital, il y a aussi eu tous les plans de tarification à l'acte, etc. C'est-à-dire l'idée que l'hôpital devait cesser d'être un gouffre financier et même rapporter de l'argent. Donc, c'était au service de cette efficacité-là, évidemment, qu'a été utilisée la cybernétique, en l'occurrence. L'idée aussi qu'il fallait réserver l'hôpital probablement à ce qui était le plus les actes les plus à plus forte valeur ajoutée, avec la médecine de pointe, parce qu'on avait envie de faire des performances aussi, je pense tout ce qui est neurochirurgie, etc. Et que soigner des gens qui venaient pour, je sais pas quoi, des hépatites, des trucs du diabète parce qu'ils mangent mal, c'était pas intéressant pour l'hôpital. Donc il y avait aussi derrière une pure logique financière très classique. Ça a été démontré, enfin depuis, parce qu'on a lu les rapports des cabinets conseils, n'est-ce pas, qui ont tracé comme ça les grandes lignes des programmes. Et ensuite, ce que ça produit, on se rend compte qu'il reste encore un peu d'humain et que l'humain résiste à ça, et donc ça produit cette souffrance au travail. Il n'est que de lire tous les témoignages de ces gens qui s'en vont ou qui craquent, qui peuvent plus être médecins, etc. Ils disent tous la même chose. On ne s'occupe plus des gens. On ne leur demande pas de s'occuper des gens. Ce qu'on leur demande, c'est en gros de faire de l'hôpital quelque chose qui tourne. C'est très frappant, pendant la pandémie, on nous a pas dit qu'il fallait qu'on sauve des vies. On nous a dit qu'il fallait qu'on sauve l'hôpital. Et c'est vraiment à un moment donné où, alors pour le coup, la machine devient prioritaire. Et parce qu'il fallait qu'on continue à préserver cette machinerie de l'hôpital, quitte à dire, bon, il y a des dégâts en route, mais les dégâts, on les voit maintenant sur le personnel soignant, qui dit à longueur de témoignages ce que disent depuis des années déjà les enseignants, maintenant déjà les avocats dans les tribunaux, etc. Tous les gens qui croyaient être préservés parce qu'ils étaient dans des métiers dits de l'humain ou de service à la personne, qui pensaient que jamais on leur ferait ça à eux. Bien sûr, les machines avaient viré les paysans des champs, les machines avaient remplacé les artisans dans les ateliers, remplacé les ouvriers dans les usines, et puis les guichetiers, les emplois de service un peu qualifiés, soi-disant, et qu'on avait des bornes maintenant pour tout, mais que jamais, au grand jamais, on oserait remplacer les profs, les avocats, les médecins, etc. Eux, ils étaient là pour être au service de l'humain. Mais ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ce qu'ont vécu avant eux les paysans, les ouvriers, les artisans, les guichetiers. C'est-à-dire l'idée qu'ils sont peu à peu évacués et remplacés par la machine, d'une part, et d'autre part, de plus en plus au service de la machine. Ils ne sont plus des individus qui ont une capacité de décision, qui ont un savoir-faire, qui ont une expérience et éventuellement une humanité à mettre au service des autres. Ils sont au service de la machine, ils deviennent les rouages de la machine, et c'est ce qu'ils disent dans leurs témoignages quand ils disent qu'ils doivent renseigner en permanence sur les écrans, le temps que ça leur a pris, telle procédure, et ainsi de suite. Et au bout du compte, à quoi ça sert ? Ça sert à ce qu'il y ait des experts qui viennent derrière et qui disent, voyez, les procédures là, elles vous prennent 20 minutes, etc. En fait, si vous faites comme ci, comme ça, on va gagner 4 minutes. Donc, dorénavant, la toilette ou la tournée des chambres, en fait, vous allez la faire de façon standardisée, et non pas humaine et adaptée à chaque patient. Ainsi, on va gagner du temps. Et donc, à quoi ça sert de gagner du temps ? Ça sert à éliminer des humains. Si un même humain fait en 8 heures de temps l'équivalent d'un humain et demi, au bout d'un moment, on commence à éliminer des humains. En fait, c'est ça qui se passe. Et c'est la logique de la rationalisation. C'est une logique folle. Parce que toute logique poussée à bout devient folle, la logique de la rationalisation poussée à bout est totalement irrationnelle. Donc on se dit, c'est bizarre, on recherche l'efficacité et finalement on aboutit à une situation qui semble irrationnelle. Mais d'abord, on est dans la phase de transition, donc effectivement c'est chaotique, mais on va vers autre chose. L'autre chose, c'est la santé du futur, c'est le programme de Macron sur la e-santé. Donc c'est les téléconsultations,
le fait d'avoir rendez-vous à distance avec des médecins, mais bientôt ça sera avec des algorithmes. Enfin bon, c'est le fait d'être bardé de capteurs pour soi-même faire sa propre clinique, enfin si on peut. Et puis c'est l'automatisation de plus en plus de tâches et de choses qu'on faisait avec ses mains, avec ses yeux, enfin dans la médecine quoi. Donc c'est ça l'objectif. En fait, c'est que il n'y a plus de secteur de la vie, de l'activité qui échappe à ce mouvement de machinisation. Et eux, ils croyaient qu'ils allaient y échapper, en fait. Je pense que c'est d'autant plus violent qu'ils se sont crus protégés. Mais ils n'ont pas entendu ce qu'on leur explique depuis 20 ans, c'est que rien n'échappe à ça. C'est exactement le discours de Sam Palmisano en 2008, où il dit ça, il emploie vraiment, c'est pour ça que c'était un discours totalitaire au sens étymologique du terme, parce qu'il disait tout, et ça revenait tout le temps, tout connecté, tout optimisé, tout intégré, etc. C'était la totalité. Bon, ils l'ont pas cru et maintenant ils le subissent quoi. Mais avec les algorithmes. Alors voilà, maintenant ça va être le cas des avocats où de plus en plus on va utiliser des algorithmes pour prendre les meilleures décisions judiciaires. Les Anglais utilisent déjà des algorithmes qui prédisent le taux de risque qu'un prévenu repasse à l'acte et donc récidive et donc en déduisent les peines appropriées, etc. Enfin, il n'y a pas de secteur qui doit échapper à ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, y compris les solutions qu'on essaye de chercher pour voir si on peut sortir de la catastrophe écologique créée par cette même machinerie, maintenant sont confiées à l'intelligence artificielle. Ici, à l'INRIA, à Grenoble, donc l'INRIA, c'est le grand institut de recherche en informatique français qui a été créé au moment du plan calcul et dont on a évidemment un détachement ici à Grenoble. Ils ont une équipe qui travaille à ça, c'est-à-dire comment la modélisation et les algorithmes vont pouvoir produire des solutions pour sortir des catastrophes engendrées par la crise écologique. Et on est même institut spécialisé, je sais pas quoi, d'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a encore eu beaucoup de sous pour ça, quoi. Alors que tout à l'heure, quand tu disais les données sont le nouveau pétrole, on peut rappeler que ça demande en fait plus de pétrole, puisque c'est basé sur toute une quincaillerie, toute une extraction des matières premières, ça en nécessite encore plus. Et donc, ça ne vient pas remplacer le pétrole. Et leur solution d'analyser les ressources pour optimiser, en fait, nécessite encore plus une utilisation encore plus extensive de l'énergie disponible. Oui, bah ça, c'est tout le discours qui nous a été tenu au moment du déploiement du compteur électrique Linky. Compteur capteur qui justement, alors voilà, ça c'est un exemple typique de ce que c'est que la Smart City, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on va pas laisser les gens eux-mêmes piloter leur domicile du point de vue de la consommation électrique, mais qu'ils ont besoin d'avoir un système de captage de données en temps réel et qui les relie au filet général du réseau électrique, lui-même piloté de façon centralisée. C'est vraiment de la cybernétique pure là. Et qui va, soi-disant, les aider à faire des économies d'énergie. Bon, évidemment, les opposants dont on a fait partie, un des arguments, c'était de dire, bah dis donc, pour économiser de l'énergie, ça prend de poser des compteurs partout, de les relier avec des systèmes de télécommunications qui pompent de l'énergie, de stocker des téraoctets de données dans des data centers qui sont les infrastructures qui consomment le plus d'énergie aujourd'hui, pour finalement produire quoi ? Des camemberts qu'il faut aller consulter sur Internet pour savoir où on en est de sa consommation. Bon, nous on a une meilleure idée, pour économiser l'énergie, ben, on va économiser l'électricité. Voilà. Mais oui, évidemment que c'est quelque chose de fallacieux, cette idée, mais en même temps, ils croient quand même que c'est l'intelligence artificielle et le pilotage automatique qui va rationaliser. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est l'idée que
c'est rationaliser, rationner. Et qu'au bout du compte, ce qui va se passer, c'est l'idée que, une fois qu'on aura été acclimaté à cette idée que les machines nous guident, les applis nous expliquent comment économiser l'eau, je sais pas quoi, au bout d'un moment, ça sera pas juste pour nous simplifier la vie, mais ça sera obligatoire. Parce qu'il faudra rationner effectivement les ressources. Mais aussi, ce qui est frappant, c'est que ce système-là de pilotage centralisé, ça me frappe beaucoup en ce moment, parce que je lis beaucoup de choses là-dessus, c'est ce qu'on pourrait appeler la société du temps réel. On parlait tout à l'heure enfin l'autre fois, je sais pas, de l'introduction de l'horloge et du fait que le temps devenait comme ça rythmé et imposait des cadences dans la vie. Là, on a passé un cap supplémentaire, c'est l'idée de la société du temps réel. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on est capable, avec cette collecte de données permanente, de savoir en temps réel, en effet, ce qui se passe sur telle ligne de bus, sur tel réseau de distribution d'eau, sur telle infrastructure, et d'intervenir, soi-disant, plus rapidement. Ça reste à voir, mais au moins on a la vision globale de ces choses-là. C'est Thales qui avait développé un logiciel il y a quelques années, enfin plus qu'un logiciel, c'était un dispositif très sophistiqué qui s'appelle Hypervisor et qui servait justement à agréger des données venant de tous les systèmes de collecte différents. C'est-à-dire, dans un espace public, ils pouvaient agréger les images de vidéosurveillance, les données qui venaient de la billettique des gens qui empruntaient les stations de métro, par exemple, les données captées par des réseaux très divers, enfin de collecte, soit d'images, soit d'informations via des capteurs électroniques. Et donc, en agrégeant ces données-là, Hypervisor, comme son nom l'indique, donne une vision générale, globale de la situation en temps réel d'un lieu donné. Typiquement, il l'avait vendu à la ville de Mexico, ce système-là. Et donc, par exemple, l'exemple qui était donné, c'est on sait qu'une station de métro, elle doit se vider en 22 secondes. Si c'est pas le cas, si on s'aperçoit qu'il y a une foule qui reste statique ou que ça prend plus de temps, alors Hypervisor est capable de déclencher, d'analyser le problème, de détecter qu'il y a un problème en fait, et de déclencher toute une série d'automatismes d'intervention d'urgence du type il bloque automatiquement les escalators, il fait passer les feux du quartier au rouge ou au vert pour permettre l'arrivée de la police ou des pompiers, enfin, etc. Et tout ça de façon automatique. Donc c'est l'idée qu'on est en temps réel et qu'on est capable d'agir immédiatement. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la vie des individus, cette société du temps réel ? Ça signifie juste la pression généralisée, l'impossibilité de respirer et la nécessité de soi-même être tout le temps réactif, ce qui est proprement inhumain. Enfin, c'est soumettre les individus à des pressions, et on voit bien les effets que ça produit. C'est-à-dire, c'est une société qui est pas bien, quoi. Enfin, des gens qui sont malades ou qui veulent plus aller faire leur boulot, et ainsi de suite. Et c'est aussi parce que ils sont eux-mêmes devenus les rouages de la machine, et qu'il n'est pas question qu'ils la freinent. Voilà, dernier exemple en date, me semble-t-il. Maintenant, pour prendre un train, vous êtes obligé de donner à minima un numéro de téléphone portable, une adresse mail, alors que le train, bon, hein, c'était un truc, on prenait son billet, on montait dedans, voilà. Et pourquoi vous avez besoin de donner ces informations ? Alors, pour deux choses. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment ça marche, ces réseaux de données. D'abord, parce que la SNCF va piquer vos données, va analyser vos usages
du train, et puis si possible de plein d'autres choses qu'elle va ensuite croiser, et ça va permettre de cibler les offres qu'elle va vous faire, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment juste pour l'idée du marketing. Mais surtout, me semble-t-il, en ce moment, ça permet à la SNCF de vous donner des ordres. Et vous n'êtes plus seulement un usager qui vient utiliser un service public qui consiste à acheter un billet de train et à être transporté d'un point à un autre. Vous devez vous-même devenir un rouage de la SNCF et vous adapter en temps réel à la SNCF. Autrement dit, la SNCF décide de supprimer un train parce que le plan de charge, ceci, cela, c'est pas rentable de le faire rouler, il n'y a pas assez de monde, mais vous aviez pris un billet quand même pour ce train, et bien vous allez recevoir un SMS ou un mail qui vous dit « Votre train n'existe plus, débrouillez-vous ». Et c'est vous qui êtes responsable de modifier votre plan de transport si vous voulez vraiment voyager. Et donc, ça veut dire que la SNCF vous pilote en même temps qu'elle pilote ses trains. Et imaginez ça dans tous les aspects de la vie. C'est ça, en fait, la Smart City et le pilotage cybernétique, en fait. De la même façon, il y avait cette idée, cet exemple un peu impressionnant de station de métro à Londres, qui, en fonction de l'affluence ou des besoins justement de ralentissement de circulation des métros et ainsi de suite, modifie le rythme de marche des piétons. C'est-à-dire que c'est quand même particulier. Le rythme de marche, c'est vraiment quelque chose de très intime. À tel point que d'ailleurs, dans les systèmes biométriques de reconnaissance des gens, il y a aussi l'analyse de la marche. Et bien là, votre rythme de marche peut être modifié par la machinerie de la station de métro, selon les besoins qu'elle a d'écoulement des flux. Vraiment, on est dans de la mécanique des flux, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf que c'est vous les flux. Et donc, selon la vitesse des portillons, ouverture-fermeture, les distributeurs automatiques de billets, etc., tout ça peut changer de vitesse. Et donc, de fait, vous êtes vous-même ralenti ou accéléré selon les besoins de l'infrastructure machinique. Et alors, ça, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre que les flux de données vont dans les deux sens. C'est-à-dire que souvent les gens disent ah oui, c'est quand même un problème, le numérique, tout ça, parce que on est surveillé, on est contrôlé. Bon. Oui, c'est vrai. Alors, on est surveillé, on est contrôlé. Pourquoi ? Parce que les données captées par nos appareils connectés remontent vers ceux qui ont les aspirateurs à données. Donc, ils les analysent et ils peuvent savoir beaucoup de choses sur vous. En effet, surveillance, contrôle, qui sont deux choses différentes. Hein. Le contrôle, c'est le fait simplement de vérifier que vous correspondez bien à un enregistrement qui a été fait. C'est par exemple le fait d'appartenir d'être inscrit dans des fichiers. Alors il y a quelques années, on disait chaque Français est inscrit dans 600 fichiers différents, qu'ils soient administratifs, commerciaux, etc. Mais alors maintenant, on doit être à des quantités considérables. Et la surveillance, alors les fichiers, on en a eu des nouveaux qui sont apparus avec le Covid, hein, les fichiers de gens vaccinés, les fichiers de cas contacts, les fichiers de gens malades. Donc ça fait des fichiers très intéressants, en plus dans lesquels on a collecté des données de santé à l'insu des gens. Ça, c'était quand même limite, mais bon, la crise justifiait ça. Et la surveillance, c'est le fait de pouvoir voir ce que vous faites, où vous êtes. Alors la géolocalisation, la vidéosurveillance et les QR codes, par exemple, avec le pass sanitaire. Voilà, ça induit l'appli anti-Covid, je sais pas quoi là. Ça permet en effet de vous surveiller, c'est-à-dire de suivre, de savoir vos habitudes, vos déplacements, vos contacts, les gens que vous voyez, etc. Bon. Donc ça, c'est la collecte depuis l'extrémité de la chaîne qu'est l'utilisateur vers le centre, le pouvoir central, et c'est un flux de données ascendant. Bon. Mais il y a le flux de données descendant qu'on oublie toujours, celui que je disais par exemple, que j'évoquais en parlant de la SNCF qui vous donne des ordres, enfin ou qui vous modifie, et ça. Là, on n'est plus du tout dans la surveillance ou le contrôle, mais on est dans ce que nous, on a appelé la contrainte, la société de contrainte. C'est-à-dire l'idée que c'est pas seulement que la machine, que le règne machinal dans lequel on est, il nous surveille, il nous contrôle, mais c'est aussi qu'il nous fait agir selon ses propres besoins.
Et donc finalement, c'est un peu comme quand on est possédé, que ce soit par le vaudou ou par un implant électronique dans les livres de science-fiction. Là, il n'y a pas encore besoin de l'implant pour ça, mais le smartphone nous fait agir d'une manière qui est optimale pour le système. Et c'était bien ça le but, hein, depuis le début, c'était que ça rationalise tout ça. Donc c'est la fameuse société du temps réel. Vous êtes averti que le bus passera plus tard, donc vous êtes prié de modifier votre projet, et ainsi de suite. Et puis ça pour tout. Et donc petit à petit, nous sommes de fait pilotés par nos machines, et de façon non coercitive. C'est une contrainte qui présente pas le visage de la coercition, ça présente le visage de la commodité. La commodité, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique d'être un rouage, d'être un pantin, télécommandé, piloté, délivré, robot dans un monde machine. C'est quand même plus pratique, n'est-ce pas? C'est peut-être plus pratique, mais c'est sûrement inhumain. Et puisque nous voulons rester humains, nous ne nous automachinerons pas. C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, partagez-le s'il vous a plu. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et dans le prochain épisode, intitulé « Le règne machinal », on parlera de la technologie et de ses promesses impossibles. À vendredi prochain, sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.